Bienvenue à ce mardi tabou, le premier de l'année 2021. Ce mardi, c'est Julien Maquet, qui est conservateur du Trésor de la cathédrale, qui va nous présenter son musée et aussi la manière dont son musée s'inscrit dans une notion que je lui ai demandé d'explorer, la notion de musée égale espace public. Est-ce vrai? Est-ce faux? Pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que ça s'est présenté durant cette année et demie maintenant de pandémie? Une année pendant laquelle il y a eu un confinement assez approfondi, en Belgique en tout cas, et ce confinement a en fait conduit le musée à avoir d'autres visiteurs, un autre comportement des gens et c'est cela que Julien va pouvoir nous expliquer. Il y a 45 minutes de présentation et ensuite, il y aura une bonne séance de questions-réponses. Pendant cette, séance de questions-réponses, nous allons pouvoir échanger avec Julien, mais aussi entre nous et ça, c'est vraiment la dimension particulière des mardis, qu'ils soient en réel ou en webinaire comme aujourd'hui, c'est le fait que les gens peuvent entre eux aussi se poser des questions puisque on a parfois des spécialités ou des intérêts qui font que c'est les uns et les autres qui peuvent se renseigner sur des choses et pas seulement l'orateur ou l'oratrice. Alors, le trésor de Liège, il a des cousins dans toute l'Europe, notamment les trésors des cathédrales de France et les Domschatz d'Allemagne. Et en néerlandais, ça se dit Skatkamer. Donc, ça commence peut-être à vous dire quelque chose. Pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est un trésor, je pense que quand vous irez dans des très grandes églises, dans de grandes villes, vous ne verrez plus jamais les choses du même œil quand vous verrez un petit panneau qui dit Skatkamer dans un coin. Pour la partie questions-réponses, c'est bien entendu aussi possible de poser dans le chat, comme d'habitude dans toutes les, j'imagine, les rencontres Zoom que vous faites. Mais ici, de façon à éviter, si jamais il y a des coupures, de façon à éviter de perdre ces infos, je vous conseille de plutôt me les envoyer par mail s'il y a par exemple un lien Internet. Vous voyez, ce genre de choses. Comme ça, on a cette facilité et faculté de rattraper les données au cas où il y aurait des coupures. Alors, pour les autres mardis, il y en a qui sont déjà inscrits parmi vous. Je redis juste brièvement que c'est la semaine prochaine, le mardi 26 octobre, sur l'immobilier, toujours en lien avec la situation sanitaire. Xavier Atou va explorer les manières dont le marché immobilier s'est développé depuis le début du confinement. Et lui, il veut vraiment ne pas faire un exposé ex cathedra, il veut que ce soit directement des interactions avec la salle. Alors, on a préparé plusieurs volets avec des questions, des groupes d'idées. Et là, vraiment, c'est vraiment la question de la dynamique qui va s'installer entre la salle et lui. Et il y a déjà énormément de monde qui a réservé sa place. Un mois plus tard, c'est Florence Jaunet sur la biodiversité et en particulier les crimes contre la biodiversité. Et elle va évoquer une collaboration inédite entre IOE et des chercheurs universitaires. Alors là, moi je dis, tremblez contrevenants et vandales, ce qui reste de la biodiversité vous regarde à présent, puisque jusqu'à présent, c'était un champ de recherche très peu abordé, très peu exploré. Et à présent, j'ai le grand plaisir de laisser la parole à Julien Maquet. Julien, c'est à toi. Voilà, bonjour Hélène, bonjour à tous. Ben voilà, je vais essayer de partager l'écran pour commencer. Voilà, je vais le mettre en grand, s'il veut bien. Voilà, je pense que tout le monde peut voir maintenant le PowerPoint que j'ai préparé. Oui, très bien. Donc voilà, trésor de la cathédrale de Liège dans l'espace public. Et on pourrait même dire trésor de la cathédrale de Liège est un espace public. Donc, ce que je vais faire, c'est parler du trésor, mais aussi de la cathédrale, et replacer l'existence de ce trésor dans la continuité historique. Ce ne sera pas très long, mais je pense qu'il faut préciser les choses, puisque l'intervention qui m'avait été demandée, c'était musée égale espace public. Ici, ce sera trésor égale espace public, et je vais m'en expliquer.
Alors, pour mémoire, l'origine du diocèse de Liège, du diocèse actuel de Liège, c'est l'ancien diocèse de Tongres-Maastricht-Liège, qui était un vaste territoire, donc qui allait des Bouches de la Meuse, comme vous pouvez le voir sur la carte au nord de Bois-le-Duc, jusqu'à Bouillon, d'Aix-la-Chapelle, qui était compris dans le diocèse, et Louvain. C'était un territoire immense qui englobait donc toutes ces localités actuelles qui débordaient sur l'Allemagne, les Pays-Bas et même en partie la France. C'est l'héritier de la Civitas Tungrorum. D'ailleurs, l'Église, dès le IVe siècle, va épouser les structures de l'Empire romain. Et donc, la première capitale du diocèse de Tongres-Maastricht-Liège, c'est Tongres. Et la première cathédrale, c'est la basilique Notre-Dame, qui elle-même a fait l'objet d'une série de fouilles qui vont pouvoir être valorisées. Il y a 6 ou 7 édifices, je pense, qui se sont succédés et ils sont en train de réfléchir à mettre en place un archéoforum qui permettra de remonter dans le temps de cet édifice. Et c'est une basilique qui possède également un trésor très riche, donc qui s'inscrit directement dans l'urbanisme et l'histoire de la cité. Donc, le site de la basilique Notre-Dame de Tongres est le siège de la première cathédrale du diocèse. Et puis la seconde cathédrale, c'est Maastricht, le site de l'actuelle basilique Notre-Dame de Maastricht, qui aussi possède un petit trésor, et le siège se déplace parce que Saint-Servais, qui était évêque de Tongres, meurt et se fait enterrer à Maastricht. De toute façon, Maastricht est le centre économique important du diocèse et donc au 5e, 6e siècle devient à son tour la capitale du diocèse. Mais il y a un événement majeur qui va se produire à Liège, c'est l'assassinat de l'évêque Lambert, évêque de Tongres-Maastricht, qui meurt assassiné aux alentours de 700. On n'a pas la date précise, on sait que c'est un 17 septembre. C'est un événement capital puisque c'est à Liège qu'il meurt assassiné, c'est à Liège que les pèlerins affluent et donc c'est le début du développement de la cité de Liège. Alors ce qui est intéressant de la même manière en termes d'espace public, c'est que le trésor de la cathédrale et la cathédrale elle-même est le partenaire de l'Archéoforum, donc le site de l'ancienne cathédrale, nous allons y revenir. Et sur le site donc du martyr de Saint-Lambert, en partenariat avec Interreg, la région wallonne, les villes de Léopoldsburg, Aix-la-Chapelle, Maastricht ont mis en place un ensemble d'expériences sur site qui permet justement de rappeler la cohérence de ce territoire qui correspond plus ou moins à l'ancien diocèse de Liège, au-delà des frontières contemporaines qui séparent nos différents États. Et il y a une expérience 3D qui a été développée sur le site de l'Archéoforum. Le Trésor a participé à la conception de ou sur le site de l'assassinat, on peut revoir en réalité virtuelle l'assassinat de Saint-Lambert. De la même manière, on verra, on peut voir à un autre endroit la reconstitution de l'ensemble des édifices qui se sont succédés sur la place Saint-Lambert. Et le premier édifice qui a été construit, bien, c'est suite au transfert des reliques par Saint-Hubert de Saint-Lambert de Maastricht à Liège, puisque comme le siège du diocèse est à Maastricht, le corps, le Saint-Évêque, enfin le futur Saint-Évêque est enterré à Maastricht, mais son corps est ramené à Liège par Saint-Hubert, dans la première église qui est construite sur le style de la ville de Liège, qui à l'époque n'est qu'une petite localité, avec un martyrium dédié au culte de Saint-Lambert. Donc c'est vraiment le début du développement du site de la ville de Liège, avec qui conserve le trésor de la cathédrale. Donc, c'est une des pièces les plus anciennes qui est conservée au trésor et qui a servi très vraisemblablement à orner la charge de Saint-Lambert lors de manifestations particulièrement solennelles. Et puis, le tissu a été utilisé pour emballer les reliques de Saint-Lambert. Donc là, nous avons un objet qui est conservé au trésor de la cathédrale et qui relie directement, finalement,
toute l'histoire du trésor de la cathédrale, mais aussi de la ville de Liège, un élément matériel qui est aujourd'hui exposé. Alors, un siècle plus tard, avec la prise de pouvoir des Carolingiens, une nouvelle église est construite. Et ce sera la première cathédrale, puisque la ville s'est fortement développée en un siècle, depuis le début du 8e siècle jusqu'au 9e siècle, pour devenir finalement une ville suffisamment vaste pour pouvoir accueillir tous les services administratifs de l'évêché. Et au début du 9e siècle, Liège devient, après Tongres et Maastricht, le siège du diocèse. Alors, Notger intervient au début, à la fin du Xe siècle, début du XIe siècle, pour construire une nouvelle cathédrale, un vaste édifice qui s'inspire. Pour avoir un modèle comparable, il faut avoir Saint-Michel d'Hildesheim, ou alors pour avoir une idée de la structure intérieure de cette cathédrale ottonienne, c'est la basilique, le cœur de la basilique Notre-Dame de Maastricht, qui s'inspire très fortement du modèle qui avait été développé et le plan architectural développé par Notger au début du XIe siècle, puisque cette cathédrale est dédicacée le 28 octobre 1015. Mais cette église est détruite par un incendie en 1185 et remplacée par la vaste cathédrale gothique, dont vous pouvez voir ici le plan qui se superpose aux autres plans précédents, l'essentiel de ces vestiges étant toujours visible à la cathédrale, à l'Archéoforum, puisqu'en effet, à partir de 1794, lors de la deuxième invasion française, la décision qui avait été prise 2 ans plus tôt de détruire la cathédrale est mise à exécution. Et donc, cette cathédrale est détruite à partir de 1794. Il faudra à peu près une quarantaine d'années pour évacuer la totalité des vestiges. Mais il y a un personnage, puisqu'entre-temps, les territoires de l'actuelle Belgique sont conquis par les Français. Bonaparte signe un concordat avec le pape en 1801, il est premier consul, et vous avez ce très bon portrait qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Liège, aujourd'hui à la Poterie, qui représente le premier consul, qui a fait représenter dans le fond par Jean-Dominique Ingres la cathédrale comme si elle n'avait jamais été détruite. Alors, le message politique est très clair, c'est de dire « Ayez confiance en moi, avec moi la révolution est terminée et le culte catholique en particulier va pouvoir se développer tout à fait librement, raison pour laquelle il signe le concordat en 1801. Ce qui implique automatiquement la création de nouveaux diocèses. Et c'est à ce moment-là que l'actuel diocèse de Liège est créé. Il couvre à l'époque de ce qui correspond à la province de Liège, mais aussi les provinces du Limbourg belge et du Limbourg hollandais, avant que le Limbourg hollandais ne se détache en 1839 du reste. Alors, le premier évêque concordataire, c'est Jean-Évangéliste Zepfel, qui joue un rôle important puisque c'est lui qui prend la décision de choisir Saint-Paul, l'actuelle cathédrale, pour devenir la nouvelle cathédrale du diocèse. C'est lui aussi qui intervient pour récupérer le trésor, l'ancien trésor qui se trouvait dans la cathédrale détruite, mais qui avait été en partie évacué par les chanoines. Ce trésor arrive à Hambourg et puis finalement il est mis sous séquestre. L'évêque écrit naïvement à Talleyrand pour pouvoir récupérer son trésor. Talleyrand répond en disant « pas de problème, on vous le rend ». Et en parallèle, il écrit au commissaire français présent en Hambourg « vous fondez tout et ce qui est fondu, vous le vendez, ça nous permettra de rembourser les frais occasionnés par le roi de Prusse ». Si ce n'est que le commissaire français, Reinhardt, qui s'appelait, se met à exécution et ils font effectivement l'essentiel du trésor. Mais il a retiré, nous allons le voir, le buste reliquaire de Saint-Lambert et le reliquaire de Charles Téméraire. Le buste de reliquaire, il en informe sa hiérarchie en disant « j'ai retiré le buste de la vente, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le fonds? Et je suis sollicité par l'évêque, où est-ce qu'on le rend à Liège ?»
le commissaire Reinhardt à Hambourg écrit au ministre de la Marine en disant « Je ne peux pas prendre cette décision, j'en réfère à Bonaparte ». Et Bonaparte prend la décision de restituer le buste reliquaire de Saint-Lambert à Liège. Et alors, aux surprises, Reinhardt avait également retiré de la fonte le reliquaire de Charles le Téméraire. Et lorsque le buste reliquaire de Saint-Lambert revient à Liège, Charles le Téméraire est également de retour. Et là, c'est un véritable miracle, puisque c'est par la seule décision du commissaire français que cette œuvre a été sauvée, et il se mettait même en danger, puisqu'en tant que fonctionnaire, il avait désobéi aux ordres. Ceci pour dire que vous avez là le noyau de ce qui deviendra l'actuel trésor de la cathédrale de Liège, qui est lui-même constitué par le noyau de l'ancienne cathédrale. Donc la cathédrale Saint-Paul est choisie pour espace public, elle est choisie par l'évêque parce qu'il invoque le caractère central de cette église par rapport à d'autres églises de Liège, notamment Saint-Martin qui avait été pressenti. Et on le voit bien sur cette carte de Mérian du XVIIe siècle. Vous avez l'île au milieu et Saint-Paul qui se trouve en dessous du petit numéro 5, qui a été le premier établissement construit sur le territoire de l'île, qui était une zone un peu à part par rapport au centre-ville. Vous avez en haut à droite la cathédrale Saint-Lambert avec le palais derrière qui constitue le cœur historique à partir duquel s'est développée la ville entre le 8e et le 11e siècle. L'île est colonisée, entre guillemets, à partir de la fin du Xe siècle avec la fondation de Saint-Jean au nord de l'île et puis Saint-Jacques au sud-ouest de l'île. Et à côté de cela, différentes églises paroissiales sont créées, Saint-Adalbert près de Saint-Jean, Saint-Martin près de Saint-Paul et Saint-Remy près de Saint-Jacques. Ces deux paroissiales, Saint-Adalbert et Saint-Remy, ayant laissé encore aujourd'hui une marque sur le territoire de la ville de Liège, puisque Saint-Adalbert, c'est la place Xavier-de-Jean, et Saint-Remy, c'est la place Saint-Jacques actuellement. Autour de la cathédrale, de ce qui deviendra la cathédrale, autour de Saint-Paul, se développent aussi des espaces publics, des marchés, le fameux Vinave d'Île. Le Vinave en région liégeoise, qui vient du latin vicinetum, signifie le voisinage, mais surtout la place publique, la place du marché. Et on voit à quel point finalement ces édifices religieux ont constitué des éléments importants d'ancrage de l'espace public. Alors, la cathédrale, c'est avant tout l'église de l'évêque. L'église de l'évêque parce qu'elle contient une... Vous avez la cathèdre de la cathédrale de Liège avec les armoiries de l'actuel évêque de Liège, Jean-Pierre Delville. Donc, c'est le siège. C'est un élément important de la théologie et de la liturgie catholique, parce que c'est à partir de la cathèdre que l'évêque exerce les trois missions qui sont les siennes, mission d'enseignement, c'est-à-dire la principale, annoncer l'évangile, mission de sanctification aussi, puisque l'évêque est le seul à détenir la possibilité de conférer les 7 sacrements, dont celui de la confirmation du baptême, rappelant ainsi la cohérence de son diocèse vis-à-vis de tous ses baptisés, et puis alors le gouvernement de l'Église qui est exercé par l'évêque. Alors, du fait que de ces missions spécifiques reconnues à l'évêque, qui est le représentant du Christ et des apôtres, il doit disposer d'un ensemble d'objets liturgiques et de vêtements liturgiques qu'il doit pouvoir utiliser dans le cadre des missions qui lui sont spécialement dévolues. Alors, très vite, donc, dans les cathédrales arrive un ensemble d'objets et de vêtements qui ont souvent un caractère précieux en lien avec le culte qui est développé. Ces inventaires sont connus dès le Moyen-Âge et il n'est pas rare, effectivement, que des évêques au Moyen-Âge, dès le Moyen-Âge, fassent l'inventaire de leurs trésors. Vous avez ici une copie d'érudit du début du XVIe siècle qui retranscrit l'inventaire du trésor de la cathédrale de Liège établi en 1025. La date apparaît sur la première ligne en haut.
Et alors, pourquoi cet inventaire? Eh bien, ça permet à l'évêque répondre à plusieurs impératifs. Ces impératifs vont nous permettre de définir justement ce qu'est un trésor, notamment par rapport à un musée. Alors, l'inventaire du trésor, c'est avant tout la liste donc, des objets et des vêtements liturgiques dont l'évêque va pouvoir disposer pour le service du culte. Savoir en gros s'il ne manque rien. C'est certainement une des intentions que Réginard poursuit en 1025, mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas un simple inventaire, c'est aussi un inventaire, mais à des fins tout plus économiques, c'est-à-dire que le trésor, comme son étymologie d'ailleurs le laisse entendre, indique qu'il y a là un ensemble d'éléments en numéraire dont on peut disposer rapidement en cas de nécessité, c'est-à-dire en gros vendre les pièces pour pouvoir récupérer l'argent. Ce n'est pas rare au Moyen-Âge, l'évêque Hodebert à la fin du XIe siècle vendra une très grande partie du trésor pour pouvoir acheter le château de Bouillon, puissant symbole de l'autorité ducale et royale en Lotharingie. Et pourquoi ce n'est pas anormal au Moyen-Âge? Parce qu'au-delà des pièces elles-mêmes, il y a le contenu des pièces. Et beaucoup d'objets contiennent des reliques. Ce sont des reliquaires qui constituent le véritable trésor d'une cathédrale, puisque au Moyen-Âge, le saint patron de l'église concernée était considéré comme le propriétaire céleste des biens de l'église. Donc, les reliques jouent non seulement un rôle religieux par l'intermédiaire, le média qu'elles constituent entre ici-bas et l'au-delà et Dieu, mais aussi dans la vie quotidienne, puisque dans la conception du Moyen-Âge, en tous les cas avant le XIIIe siècle, Dieu est partout et se manifeste partout. Et pour savoir comment fonctionner, comment orienter son existence, on doit pouvoir essayer de déterminer par la prière, par un ensemble d'actes de dévotion, les gestes qu'on doit poser dans la vie quotidienne. Et c'est tellement vrai que lorsqu'un transfert de propriété se fait au bénéfice d'une église, le transfert se fait au saint patron de l'église qui est le propriétaire céleste. Et pour marquer ce transfert de propriété, on utilise les reliques. Donc, à côté des objets qui sont souvent précieux, qui sont souvent faits et réalisés avec des techniques de très haute qualité, il y a les reliques. Et donc, toutes ces reliques, mais aussi leurs contenants, c'est la troisième définition, constituent quelque part la mémoire d'un diocèse, la mémoire d'une église, chaque objet ayant son histoire, chaque objet ayant sa réalité. Alors, ce qui est intéressant, voilà, prenons deux exemples remarquables d'objets de trésors qui répondent finalement à ces trois dimensions de la définition, objet de culte, objet de valeur, mais aussi trésor des reliques du diocèse. C'est le buste reliquaire de Saint-Lambert qui, comme je vous l'ai dit, a été sauvé de la fonte par Bonaparte lui-même, qui est donc en argent doré, avec un ensemble de pierres précieuses et surtout semi-précieuses. C'est essentiellement du verre. C'est une analyse récente qui a été faite par le service de minéralogie de l'Université de Liège, d'ailleurs dont on fera avec Jacques Toussaint, on organisera l'année prochaine, plus ou moins à la même période, un colloque, plutôt au mois de novembre, sur spécifiquement ces différentes pierres. Eh bien, vous avez cet objet qui est un véritable reliquaire, puisque la tête du reliquaire contient un fragment du crâne de Saint-Lambert, et c'est toujours aujourd'hui un objet de dévotion, puisqu'il est de temps en temps, même si ce n'est pas fréquent, utilisé dans le cadre de Saint-Lambert et conduit dans la cathédrale pour le présenter à la dévotion des fidèles.
Autre reliquaire qui, lui, n'est plus utilisé pour des raisons de sécurité, évidemment, à des fins cultuelles, c'est le reliquaire de Charles le Téméraire, qui est encore plus précieux puisque les deux statuettes sont en or, le socle est en argent doré, recouvert à certains endroits d'émaux en rond de bosse, qui est une œuvre remarquable et qui, elle, illustre le caractère de mémoire, puisque le reliquaire a été offert par Charles le Téméraire après le sac de Liège. Longtemps, donc en 1468, longtemps l'œuvre a été interprétée comme un acte d'expiation, mais en réalité, c'est une œuvre de propagande politique, puisque Charles le Téméraire veut souligner le pouvoir qu'il a acquis sur le territoire de la principauté, puisqu'il a anéanti complètement l'indépendance de la principauté, et il se soumet à son nouveau vassal, le propriétaire de la principauté, Saint-Lambert, qui est le personnage virtuel qui n'apparaît pas, mais devant lequel il s'agenouille et qui est présenté par Saint-Georges. Et d'ailleurs, entre les mains, il tient une relique de Saint-Lambert, donc de nouveau cette notion de contenu et de contenant avec l'élément essentiel qui est la relique. Donc, c'est une des caractéristiques finalement d'un trésor par rapport à un musée, c'est que la très grande majorité des pièces qui sont exposées peuvent continuer à avoir une utilité liturgique. Et ici, au trésor de la cathédrale, régulièrement, l'évêque ou les chanoines, puisqu'il y a un chapitre de chanoines, demandent à pouvoir disposer de telle et telle pièce pour pouvoir célébrer les offices. Donc, c'est une des grandes différences du trésor par rapport à un musée, c'est que les objets ont toujours une utilité liturgique, donc quelque part aussi une utilité publique. Et en cela, le trésor répond aussi à cette dimension d'utilisation des objets dans l'espace public, dans le cadre finalement aussi du concept de liberté des cultes qui prévaut en Belgique. Alors néanmoins, à partir du 19e siècle, le trésor, avec le romantisme, la révolution industrielle, les possibilités de déplacement croissantes, ces objets, par la qualité des matériaux utilisés, par la qualité artistique, deviennent finalement des objets artistiques, donc un peu détachés de leur nature liturgique, finalement des pièces de musée. Et donc là, dès 1884, le chapitre cathédral a la volonté d'ouvrir, de donner la possibilité au grand public, à des fins touristiques, de pouvoir découvrir l'ensemble des pièces les plus précieuses du trésor de la cathédrale. J'y reviendrai, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre, mais vous avez ici cette vue qui représente l'actuelle boutique du Trésor à gauche, et sur la gauche, vous avez un ensemble de coffres-forts qui ont donc été aménagés en 1882, et sur rendez-vous, on pouvait avoir accès au Trésor. Le sacristain ou le Suisse ouvrait les coffres-forts et on pouvait, c'est la photo de droite, découvrir ainsi les principales pièces du trésor et ce jusqu'en 1996. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai commencé mes activités au trésor. J'avais été engagé comme étudiant en 1996 pour faire les visites guidées du trésor présentées dans ces coffres-forts. Donc là, on est dès 1882 et évidemment, la deuxième moitié du XXe siècle, le tourisme a été de plus perçu comme un moteur économique majeur qui a finalement conduit l'équipe du Trésor sous la houlette de mon prédécesseur et en accord avec le chapitre cathédrale et la fabrique, a lancé une très vaste campagne de travaux qui s'est étalée principalement en 3 étapes. Donc, je remonte un peu ici pour vous présenter le plan du cloître de la cathédrale. La cathédrale est de manière verticale sur la partie gauche de l'image et l'ensemble des pièces du musée du Trésor va occuper l'essentiel du rez-de-chaussée, mais aussi des étages des cloîtres. Ça sur une campagne de travaux qui va durer à peu près
à peu près 25 ans. Donc, vous avez ici à gauche l'entrée rue Bonne-Fortune, qui est signalée par un panneau qui permet d'indiquer aux visiteurs il y a aussi un panneau sur le mur, qu'il y a un musée, qu'il y a un trésor à découvrir. Puis vous avez la boutique, l'autre image à gauche, un faux ticket qui permet d'acheter son ticket et ainsi d'entrer à travers la grille ici dans le trésor. Alors, la première phase de travaux, au départ en 1996, ne devait concerner que le rez-de-chaussée de l'aile ouest. Donc, il n'y avait qu'une salle, la grande salle que vous voyez ici. Mais en cours des travaux, il y a un effondrement qui s'est produit, un effondrement de plafond. Le ministre-président de l'époque, Robert Collignon, est venu avec Freddy Joris, qui ensuite était son chef de cabinet à l'époque et qui a été administrateur général de l'Institut du patrimoine wallon, a dit finalement, si la fabrique est d'accord, on rénove tout le bâtiment. Donc le trésor, dès l'origine, au lieu de se déployer sur un étage, donc un rez-de-chaussée, il s'est déployé sur 3 étages. Donc rez-de-chaussée, premier, c'est l'image de droite, et deuxième étage. Alors, dès le départ, cette salle dans laquelle est aujourd'hui déployée une partie des collections de peinture, notamment consacrée à Berthollet Flémal, a dès le départ été conçue comme une salle polyvalente, donc de nouveau ouverte au public, cherchant à multiplier les activités en lien avec le trésor, l'histoire du trésor ou l'histoire de Liège. C'est pour ça que vous voyez cet écran qui est baissé. C'est une salle de conférence, c'est une salle dans laquelle on peut organiser des journées d'études, mais aussi une salle de concert, puisque l'acoustique y est très bonne. Il y a un piano qui est là à demeure. Alors, la deuxième phase, qui s'étale plus ou moins de 2006 à 2009, a concerné l'aile ouest du cloître, du côté de la place Saint-Paul. Et cette aile posait un ensemble de problèmes de stabilité qui est finalement, la stabilisation est intervenue grâce à cette dalle en béton qui sert aujourd'hui de sol à la salle d'exposition, qui a permis de solidariser les deux murs et empêcher le mur du côté de la place Saint-Paul de finalement s'effondrer. Et pour ce faire, le tout a été contribué par une qui sert à contribuer le tout, mais qui permet aussi de créer une évacuation de secours. Donc là, on est en 2006-2009. Puis la dernière phase concerne l'aménagement de la grande salle Est, qui posait également des problèmes de stabilité au niveau de la charpente, et aménager, c'est la photo de droite, la salle d'expo temporaire qui nous permet ainsi aussi de multiplier des activités vis-à-vis du public extérieur. Alors, donc, il y a vraiment une logique d'ouverture à l'espace public, à tous les publics, qui a d'ailleurs été soutenue par les pouvoirs publics, puisque le bénéficier de fonds importants provenant de la région wallonne, de l'Europe, mais aussi de la province, qui reste, il faut le savoir, la propriétaire de la cathédrale, même si la fabrique de la cathédrale est une fabrique déchue, et grâce, ça veut dire qu'elle ne rend plus ses comptes et qu'elle n'est plus contrôlée par la province, ce que la loi permet, et la ville de Liège qui est également intervenue. Donc, depuis un certain nombre d'années, le Trésor est donc vraiment perçu comme un opérateur culturel et touristique majeur du Trésor, indépendamment finalement de la nature des objets que le musée, l'ambiguïté des termes contient, sachant que l'essentiel, comme je vous l'ai dit, de ces objets peuvent toujours être utilisés dans le cadre de cérémonies religieuses ou liturgiques, mais l'ambiguïté n'est pas trop perceptible, quoique par l'extérieur. Et puis alors la dernière phase de travaux a concerné la cathédrale, donc qui a retrouvé finalement l'enveloppe extérieure de la cathédrale qui a retrouvé son lustre d'antan, et une étape devrait encore concerner la toiture de l'aile sud qui n'a pas encore été restaurée. Alors, donc voilà, tout ce qui est mis en place, ce qui a été mis en place pour que le Trésor
finalement, à partir d'une conception liturgique des choses avec les autres définitions, conduisent finalement à un ensemble de pièces qui sont exposées et qui sont devenues véritablement des œuvres d'art qui permettent d'être valorisées dans une perspective muséale, scientifique et touristique. Alors, avant finalement de poursuivre et de donner cette fois-ci des exemples plus concrets de la manière dont actuellement le trésor s'insère dans l'espace public, un rapide schéma pour voir comment fonctionne le trésor. Donc, je vous l'ai dit, la cathédrale appartient à la province, mais formellement, c'est la fabrique cathédrale, qui est un établissement public qui gère l'ensemble des biens qui appartiennent au chapitre cathédral. Puisqu'il y a un autre établissement public, ce sont les chanoines dans leur ensemble qui constituent le chapitre. Et c'est le chapitre qui est le propriétaire de l'ensemble des pièces du trésor, même si l'ensemble des biens sont gérés par la fabrique. Raison pour laquelle je suis un employé de la fabrique, comme le sont les autres sacristains. Alors, pour pouvoir gérer touristiquement le trésor, a été créée une ASBL, l'ASBL Trésor Saint-Lambert, dont la présidence est généralement assurée par le doyen du chapitre, qui est lui-même président du conseil, pas du conseil de fabrique, mais du bureau des marguilliers, qui est le comité exécutif de la fabrique, ASBL qui engage donc du personnel pour pouvoir assumer ses missions. En gros, il y a un demi-équivalent temps plein qui est consacré à un employé qui m'aide essentiellement dans les tâches de communication, et puis 1,5 équivalent temps plein pour l'entretien du trésor, et puis un mi-temps pour l'agent technique. Alors, il y a également un ensemble d'étudiants rémunérés qui assurent l'accueil en semaine ou qui assurent les visites et les animations, et puis un staff très important de bénévoles, vous voyez, 36, qui assurent l'accueil à la boutique et qui peuvent aussi nous aider dans des tâches administratives ou scientifiques, comme certains inventaires ou certaines actions de restauration, sachant que ces bénévoles sont des restaurateurs professionnels, mais à la retraite. Alors, les activités du Trésor en temps destinées à l'espace public peut être grosso modo déclinées en 4 dimensions principales. Ce sont les activités tout d'abord vers tout public. Il y a bien sûr les visites classiques avec audioguide, les visites guidées qui sont possibles en 4 langues, français, néerlandais, allemand. Vous avez les expositions temporaires où, dans la mesure du possible, j'essaye de conserver un lien minimal avec la thématique propre au trésor, puisque ça, j'ai oublié de le dire, mais ce qui sous-tendait finalement aussi la philosophie de restauration, de toute cette campagne de restauration, c'est de faire du trésor un centre d'interprétation d'art et d'histoire de l'ancienne principauté de Liège et du diocèse actuel de Liège. Donc, il est important de pouvoir garder un lien avec ces thématiques, même ténues. Ici, vous avez, par exemple, c'est l'affiche que vous avez à droite, qui représente l'exposition qui est consacrée à Robert Crommelin, Femmes et spiritualité, puisque bien qu'il ait été athée, il avait eu une phase très mystique dans sa peinture et le propriétaire des pièces qui sont exposées a légué à la cathédrale 2 peintures de Pietà qui sont dans la cathédrale. Donc, c'était l'occasion aussi de mettre en évidence ce peintre contemporain, Robert Crommelin, qui avait un certain attrait pour la dimension mystique de la religion catholique, même s'il est, comme je l'ai dit, il était athée. Alors, donc, il y a un ensemble d'expositions temporaires qui sont mis en place, des concerts, comme je vous l'ai indiqué aussi dans la salle du 2e, des conférences. Donc, vous avez ici le programme de l'année passée, avant qu'il ne soit, même d'il y a 2 ans, avant qu'il ne soit perturbé par le Covid.
Nous appliquons toute une série de tarifs aussi adaptés à certains publics, tarifs étudiants, tarifs seniors. Nous appliquons aussi les articles 27, pardon, c'est 1,25 € pour les personnes précarisées, un accès PMR à toutes les salles. Aux Journées du patrimoine, puisque nous sommes subventionnés par la région wallonne, nous ouvrons gratuitement. Et si nous sommes reconnus, puisque la demande a été introduite comme musée de catégorie C par la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous ouvrirons également le premier dimanche du mois gratuitement. Et enfin, je l'ai déjà indiqué, nous avons un partenariat avec l'Archéoforum qui permet finalement aux visiteurs d'entrer au Trésor, ils payent leur entrée au Trésor ou à l'Archéoforum et ils ont accès à l'autre musée une fois qu'ils ont leur ticket d'un des deux musées. Il y a un partenariat, c'est assez surprenant, mais qui va se développer avec l'Aquarium Museum et j'en reviendrai à ce point-là concernant les stages. Et puis, bon, il y a d'autres activités qui sont plus classiques qui sont mises en œuvre, différentes publications, un semestriel, un site internet. On essaye aussi d'être actif sur les réseaux sociaux pour justement toujours toucher un public aussi large que possible. Et nous avons toute une série aussi de produits du Trésor, des vins, de la bière, des biscuits. Et nous avons parfois aussi des partenariats avec des commerçants comme un glacier qui utilise nos produits pour agrémenter sa glace. Donc, une accessibilité, une visibilité vis-à-vis de tous les publics. Et puis un accent plus particulier mis pour les jeunes. Un ensemble d'animations qui sont mises en place pour les enfants, comme les anniversaires, qui ont lieu généralement le samedi ou le mercredi après-midi. Alors, ces animations pour enfants ont pris un relief tout particulier avec le Covid, puisque ce sont les seules activités qui sont restées accessibles, quel que soit le moment, même en plein confinement. Donc, c'est la seule activité vis-à-vis de l'extérieur, en présentiel en tous les cas, que le Trésor a pu continuer à utiliser. Donc, ça a pris finalement ces animations un relief particulier. Un dossier pédagogique est quasi finalisé pour les primaires. Un pour le secondaire est en cours d'élaboration. Et puis alors, ce que nous avons fait de nouveau en raison de la pandémie, c'est nous avons mis en place un escape game qui permet finalement aussi de toucher un autre public plus familiarisé avec les techniques contemporaines. Et c'est un escape game qui a été intégré au parcours définitif. Vous voyez ici donc la publicité de cet escape game que vous voyez à gauche et à droite le coffret, un des coffres qui sert au jeu et qui est intégré donc dans le musée sans que ça ne perturbe en rien la scénographie. Alors en fin d'année, de nouveau en lien avec le Covid, nous avons mis en place une chasse au trésor virtuel auquel les gens pouvaient participer sans devoir nécessairement se déplacer au trésor. Ça pouvait peut-être être plus facile, mais un certain nombre de personnes ne se sont pas déplacées au trésor et ont pu parfaitement résoudre les énigmes qui leur étaient posées. Alors, Trésor comme espace public, je vois aussi un troisième axe, c'est les activités de type social, entre guillemets. C'est-à-dire que nous engageons des étudiants qui assurent l'accueil, mais qui ont la possibilité de se former pour faire des visites guidées, pour assurer des animations pour enfants. Donc, l'objectif aussi, c'est que finalement leur passage au Trésor soit formateur pour eux, parce que ce sont souvent des historiens de l'art, mais pas nécessairement. Ça peut être, nous avons déjà eu un juriste, nous avons déjà eu quelqu'un qui avait fait HEC, par exemple. Donc, et toutes ces personnes sont actives, sont parfois demandeuses de faire des activités autres que le simple accueil. Les deux équivalents temps plein sont soutenus par la région wallonne, ce sont des points APE. Nous avons également régulièrement des stagiaires en communication, en histoire de l'art. Nous soutenons les mémorants, j'ouvre les collections à toute personne intéressée par un sujet
notamment le fonds de gravure du Val-Dieu, qui est d'une immense richesse, et tout ça est ouvert également aux chercheurs. Nous avons 36 bénévoles qui gravitent autour du trésor et sans lesquels, il faut le dire, le trésor tel qu'il est conçu aujourd'hui ne pourrait pas fonctionner. J'ai fait le calcul, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles le demandait, s'il fallait remplacer les bénévoles, on devrait recruter à peu près 7 équivalents temps plein, ce qui est énorme. Donc, la cathédrale est aussi insérée dans son quartier avec les collaborations avec un ensemble de commerçants, comme je l'ai dit. Des académies de musique, au moins 2 en tous les cas, viennent utiliser la salle de concert pour leurs étudiants. C'est aussi une autre manière de mettre l'espace à disposition pour une certaine catégorie de public. Un club de pensionnés vient faire ses séances d'information régulièrement et ils offrent un verre dans la salle du chapitre après l'exposé. Il y a déjà eu des personnes qui devaient accomplir un général, sont participés notamment pour des travaux de peinture de certaines salles. Et puis alors, la quatrième dimension, c'est la dimension virtuelle qui, avec le Covid, effectivement, a pris un relief particulier. Il fallait être très actif sur les réseaux sociaux, il fallait être inventif. Donc on en a profité aussi pour mettre en place l'escape game, la chasse au trésor virtuelle, mais nous sommes également présents dans différents réseaux. Europé Thésauri, qui est un réseau international européen de trésors, c'est une association, une AISBL qui a peu de moyens mais qui permet de fédérer un ensemble de trésors au niveau européen par la confiance qui s'installe entre les conservateurs, ce qui peut être utile notamment en cas de demande de prêt pour pouvoir alimenter les expositions temporaires, puisque les conditions de prêt et d'emprunt des pièces deviennent de plus en plus difficiles avec des démarches administratives de plus en plus lourdes. Nous sommes également partenaires du CIPAR, le Centre interdiocésain de protection du patrimoine artistique des diocèses de Liège, de l'association Église ouverte, justement pour essayer de toucher un autre public, pour venir voir les différents édifices religieux, la commission vicariale d'art sacré qui agit au niveau du diocèse pour la défense du patrimoine diocésain, notamment vis-à-vis d'édifices religieux qui ne sont pas classés et pour lesquels les pouvoirs publics ont plus de difficultés à intervenir. C'est aussi une commission de conseil aux musées et sociétés en Wallonie. Et alors, je verrai un dernier point, c'est suite de nouveau à une réflexion qui m'a été soumise par des étudiants, parce que le fait de collaborer aussi avec les étudiants donne une grande fraîcheur dans la manière de fonctionner, avec des idées neuves, des manières de voir aussi qui sont différentes. L'escape game a été soufflé par des étudiants et j'ai embrayé. De la même manière, une étudiante m'a rencontré en disant, ben voilà, comment est-ce que le trésor ou la cathédrale pourrait s'insérer dans l'économie durable, notamment dans le développement, dans la protection du climat. Et la réflexion, on en discutait avec elle en disant, mais pourquoi ne pas installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'aile sud du cloître, toiture qui doit être rénovée pour justement générer une énergie propre et qui permettrait de faire aussi baisser la facture énergétique et l'empreinte énergétique de la cathédrale et du trésor. Voilà, c'est une réflexion en tous les cas que j'ai soumise au conseil de fabrique pour voir s'il n'y a pas moyen de tenir compte de cette hypothèse, de cette possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques, sachant que la toiture du côté de la rue Bonne-Fortune est peu visible de la rue, donc ne devrait pas altérer finalement le caractère cohérent de la cathédrale qui reste un bâtiment classé patrimoine exceptionnel et donc qui peut poser un certain nombre de problèmes, notamment vis-à-vis du patrimoine. Donc, ça doit être bien pensé, mais pourquoi pas. Donc voilà, l'objectif que je poursuivais pour répondre à la demande qui était faite, donc trésor dans l'espace public, mais trésor aussi espace public.
Trésor qui a ses spécificités par rapport à un musée, puisque les pièces continuent à avoir une utilité, c'était leur raison première, mais sont devenus aussi des objets qui, quelque part, ont été muséalisés. Et grâce à ces objets, dans la même manière de fonctionner des musées, c'est aussi s'ouvrir à tous les publics, indépendamment finalement de l'utilisation qui a été faite et qui peut encore être faite de ces derniers objets. Voilà, je ne serai pas plus long. Je suis évidemment à votre disposition pour les questions. Merci Julien. Si les personnes encore présentes souhaitent remettre leur caméra, on va voir si ça peut fonctionner puisque a priori voilà, on va passer encore une petite heure ensemble. C'est sans doute plus sympathique pour tout le monde. Sylvie Daubresse nous a rejoint. Bonjour Sylvie. Vous pouvez remettre votre micro. Ah mais oui, Sylvie, vous n'avez pas... Peut-être qu'elle ne nous entend pas. Merci Julia, merci beaucoup. C'était vraiment un exposé bien complet qui, je crois, a permis à chacun de se rendre compte d'à quoi ça ressemble, ce trésor à Liège, et aussi de manière plus générale, qu'est-ce qu'un trésor associé à une église. Donc, comme tu me l'avais dit quand on avait préparé, je vais reprendre ton expression. Un trésor, c'est un peu une sacristie de luxe, dans la mesure où les choses qui s'y trouvent peuvent en grande partie servir, en tout cas servir au culte, dans le cas ici du culte catholique, qui est un culte où il y a beaucoup d'objets en service. Et tu m'avais mentionné notamment le fait qu'effectivement, certains célébrants ou sacristains préféraient des objets qui étaient dans le musée à d'autres et qu'ils te disaient c'est celui-là que je veux et qu'en fait c'était parfois des objets très précieux. Ce qui me permet d'aller directement sur la question de Jacques. Jacques, tout ça a envoyé une question. Comment combiner la notion d'utilité publique liturgique des objets et la notion de musée, conservation, protection des pièces. Je crois que tu as vraiment bien mis en évidence le côté public. Et donc, comment est-ce que techniquement tu arrives ou bien tu te fais aider pour arriver à avoir cette protection des pièces tout de même et en quoi est-ce qu'elle consiste? Bon, effectivement, c'est un équilibre qui n'est pas simple à toujours conserver. Nous avons eu le cas récemment, enfin, cette année, le 17 septembre, puisque nous avons sorti le buste reliquaire de Saint-Lambert, sachant que le buste reliquaire est classé donc, comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais dans le cadre d'utilisation liturgique à l'intérieur, donc intramuros, avec des conservateurs, une préparation dûment préparée, l'autorisation de la ministre, qui normalement est obligatoire pour pouvoir sortir ou déplacer la pièce en dehors, en tous les cas, du musée ou du trésor et de la cathédrale, n'était pas nécessaire. Mais c'est vrai que c'est un exercice difficile. Donc, on a fait une répétition, on sait, les porteurs, on a mis tout simplement des sacs de gravier pour faire plus ou moins le poids du buste reliquaire, puisqu'on atteint quand même les 80-90 kilos, plus le brancard, donc on était à 120-130 kilos, pour le déplacer et savoir quel trajet exact on allait prendre, les difficultés éventuellement qu'on pouvait rencontrer, et tout s'est bien passé. Mais il faut reconnaître que c'est un exercice qui n'est pas simple, ce qui m'amène d'ailleurs à réfléchir, et plus que réfléchir, on va modifier la vitrine dans laquelle le reliquaire est conservé, de telle manière qu'on puisse l'installer sur un chariot sur pneus, dans lequel et il entrerait avec son chariot dans la vitrine, ce qui permettra de le déplacer plus facilement, avec moins de risques, moins d'à-coups, et ce qui permettra aussi, en cas de sinistre, de pouvoir le placer dans la tourelle de secours qui se trouve à proximité de la vitrine, et ainsi le mettre à l'abri en cas de danger. Alors, au-delà de ça, nous sommes épaulés effectivement par des professionnels, notamment puisque nous avons énormément d'orfèvrerie. Nous avons un restaurateur qui aujourd'hui est à la retraite, qui vient nous aider
à nettoyer les reliques. Et pour les autres, les reliquaires et tout ce qui est orfèvrerie, maintenant pour les autres types de matériaux, eh bien, on fait appel ponctuellement à des spécialistes en fonction de ce que l'on constate, puisqu'il y a une veille constante qui est assurée par moi et par d'autres, notamment dans les bénévoles, pour voir si tout est en ordre. Jacques, est-ce que ça répond à votre question, à ta question? Jacques, on ne t'entend pas. Il faut que tu remettes le son. Ton son est coupé. Allô? Oui, Voilà, d'accord. parfait. Non, non, mais c'est une question importante, évidemment, pour un conservateur du musée, quand une pièce est classée, et Julien a bien répondu, mais je n'en doutais pas, mais à toutes les difficultés que ça peut engendrer, et le fait de réaliser un travail préparatoire, c'est évidemment très important. Mais voilà, j'ai Merci. les réponses. Merci. Ok. Avant peut-être d'avoir une autre question de la salle, donc je vous invite à les mettre soit dans le chat, soit par mail, vous m'envoyez un mail, soit à les poser en direct simplement en levant votre main. Je vais peut-être moi alors poser une première question. C'est en fait une phrase que j'aimerais bien vous lire et simplement parce que je trouve qu'elle s'applique bien à la situation. Mais elle s'applique notamment bien à un aspect que Julien n'a pas vraiment abordé, qui était le fait que pendant le confinement, Julien, tu as eu une façon de s'approprier le lieu que tu as pu constater, c'est-à-dire des gens qui venaient au trésor. Et donc, je vais d'abord lire la définition de l'appropriation et ensuite, si tu peux nous parler de ça, si tu le veux bien, évidemment, parce que je pense que c'est vraiment un aspect plus intime, effectivement, mais qui apporte un énorme éclairage sur la situation du musée dans la ville. Alors, l'appropriation, selon David Sall, qui est un peintre et essayiste, il est toujours vivant, il écrit, c'est dans le livre How to See, qui a été publié en 2016, la motivation esthétique de l'appropriation par opposition à une appropriation politique, bien que cela puisse revenir au même, est d'insérer un minuscule coin entre le nom et le nommé et de chercher une fissure dans le mur construit par l'habitude et la certitude, d'insérer dans cette petite fissure une dose de rébellion existentielle. Nous pourrions tous faire avec un peu plus d'espace. En lisant cette définition qui était en anglais, donc la traduction est de moi, excusez-moi si ce n'est pas toujours super clair, mais en tout cas, j'ai vu d'abord l'idée du coin qu'on pourrait traduire par cougnet en wallon et qui est très utilisé dans un musée quand on doit mettre des vitrines droites. Mais c'était surtout le fait que les gens transforment un endroit par l'usage qu'ils en font. Et toi, Julia, tu as pu voir ça pendant la pandémie. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, effectivement, la pandémie a quand même été, c'est quand même très particulier. Donc, à la fois du point de vue, du point de vue de l'organisation interne, il a fallu repenser, mais bon, ça, ce n'est pas propre au Trésor, repenser beaucoup de paradigmes, donc de voir comment finalement amener le public à continuer à s'approprier le lieu, mais de manière virtuelle, sans être présent physiquement dans le Trésor. Et donc voilà, les médias, les réseaux sociaux ont eu leur utilité, mais ils ont leurs limites aussi. Donc, c'est ce qu'on avait. La chasse au trésor a permis de répondre partiellement à cette demande, puisque les gens pouvaient, entre guillemets, voyager dans le trésor sans y être présents. Et la réflexion s'était menée aussi, mais c'était avant la pandémie, mais elle a pris un relief particulier, d'essayer de constituer une visite 3D du trésor. Et on va profiter de l'expo de tapisserie qui aura lieu à partir de fin d'année, de créer cette balade virtuelle du trésor qui permettra à la fois de voir l'ensemble des collections permanentes, mais aussi de continuer à faire vivre cette exposition à travers le temps. Je ne suis pas allé jusqu'à mettre sur pied, comme certains musées l'ont fait, une exposition sans public, puis qu'on avait filmé et qu'on mettait sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que là, c'est de mon point de vue, c'était une étape un peu trop loin.
parce qu'il n'y a rien à faire. À un moment, on voit les limites du virtuel. Et d'ailleurs, quand on a rouvert, le public était demandeur. Il y a une période, après le deuxième confinement, où les musées étaient ouverts, mais la plupart des restaurants ou des magasins n'étaient pas ouverts. Et alors, le Trésor a pris effectivement une dimension d'espace public tout à fait particulière, un peu comme un refuge. Un refuge, on vient faire quelque chose, on entre au Trésor pour découvrir quelque chose d'autre, pour se changer les idées, ou alors de manière tout à fait pragmatique, pour aller aux toilettes. Donc, puisque tout était fermé, les gens qui venaient même faire leurs courses dans des magasins essentiels disaient, ah tiens, le trésor est ouvert, on va aller voir. Et puis, ils restaient dans le trésor et découvraient le trésor. Voilà, donc là, il y a eu effectivement des phénomènes un peu surprenants. Les Journées du patrimoine aussi en 2020 ont eu un succès considérable. Alors évidemment, il fallait réserver. Dans les faits, la réservation avait eu lieu, mais ça ne représentait même pas le tiers des visiteurs que nous avons eus, puisque les gens, de manière incidente, ils voyaient que le trésor était ouvert, on leur demandait de s'inscrire et ils s'arrêtaient plus volontiers du fait qu'effectivement, ils avaient cette envie de découvrir autre chose. Donc, effectivement, il y a une manière d'approprier l'espace public à la fois d'un point de vue virtuel qui a été différente, qui a obligé à penser les paradigmes autrement, et puis même concrètement, en présentiel, ces paradigmes ont aussi été revus par des nécessités finalement un peu élémentaires. C'est ça, donc il y a eu cet accueil du hasard et qui est un... Oui, voilà, pour moi, c'était un point important dans la définition que je lisais là, c'est ce côté inventif et l'institution s'adapte et du coup, elle s'enrichit. En tout cas, toi, c'est vraiment ta manière de voir en tant que conservateur de l'institution, c'est que ça permettra d'enrichir. De la même manière que d'un côté, l'escape game tu as été soufflé par les étudiants. Ici, ce sont les gens qui, timidement, sont venus pour aller faire pipi dans le seul endroit peut-être où c'était permis et confortable. Et en fait, ils risquaient quelque chose parce que si ça se trouve, on allait les regarder de haut et ils n'ont pas été regardés de haut. Tu as eu des conseils à donner à ton personnel pour ça ou c'était... Non, ça s'est fait tout à fait naturellement. Ce sont des informations qui m'ont été relayées puisque moi, je ne suis pas en contact direct avec le public. Ce sont les bénévoles ou les étudiants qui étaient à l'accueil qui m'ont donné, et plus d'une fois. Ce n'est pas arrivé ponctuellement. Donc, c'était un phénomène qui était vraiment lié à ces circonstances très particulières qui ont fait qu'effectivement, mais voilà, l'espace public a été pensé autrement. Et espace public aussi qui n'était pas perçu comme anxiogène ou dangereux, puisque les gens y venaient. Voilà, le fait que le musée était grand a joué un rôle aussi. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. En tous les cas, personne n'a perçu le musée négativement en disant comme étant potentiellement un lieu de foyer de contamination. De toute façon, j'ai respecté toujours les règles qui ont été imposées. Parcours unidirectionnel, port du masque obligatoire, désinfection obligatoire, laisser les portes ouvertes des toilettes, etc. C'est toujours d'ailleurs, je n'ai pas supprimé le parcours Covid, il existe toujours parce que finalement, il a créé une fluidité dans le musée qu'on ne soupçonnait pas non plus. On passe par des zones où on n'avait pas accès, on a ouvert des portes de secours et donc ça a créé un parcours très différent et qui fonctionne bien puisque les gens ne se trompent pas. On les voit entrer d'un côté et au bout du compte, ils ressortent du bon côté. À un moment donné, j'ai voulu inverser en fonction de le parcours tel qu'il avait été défini pour tenir compte de l'expo temporaire, et ça ne marchait pas par contre. Donc, je suis revenu à la première version. Super. Je vais partager mon écran comme ça on voit vraiment bien de quoi tu parles. Est-ce que tu peux, parce que ça on n'a pas eu dans ton montage de vue aérienne complète, est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas évidemment, est-ce que tu peux remontrer le parcours je ne sais pas si tout le monde voit bien à l'écran, mais voilà, c'est la vue de Liège avec la cathédrale et Julia, peux-tu remontrer comment on passe d'une rue à l'autre, puisqu'en fait la cathédrale sert de rue intérieure.
Tout à fait. Le nombre de personnes qui traversent la cathédrale pour aller de la place cathédrale à la place Saint-Paul, à la rue Bonne-Fortune est important. Donc, ce qui fait qu'il y a un passage important dans le cloître. Pas nécessairement pour cela qu'ils entrent dans le trésor. Ça, c'est une autre problématique. C'est une des grosses difficultés, d'ailleurs, que nous avons par rapport à cette circulation où l'essentiel des gens vont dans la cathédrale. Ils n'entrent pas nécessairement dans le cloître non plus. Il faut parfois aussi résister aux pratiques, aux habitudes intérieures propres à la cathédrale, notamment le sacristain qui n'ouvre qu'une demi-porte, par exemple. Pourquoi? Parce que pour des raisons de courant d'air. Donc, où on a finalement un ensemble d'interlocuteurs avec des logiques qui ne sont pas nécessairement complémentaires sans s'affronter tout à fait. Et il faut même en interne pouvoir réussir d'articuler tous ces éléments-là, puisque le trésor, c'est le cloître, hein, donc, que vous voyez, et puis la Oui, je vais le cathédrale. montrer ici. Voilà, c'est ici. Hein. Donc l'entrée se fait au niveau où on voit le terme trésor. Donc les gens doivent traverser tout le cloître pour aller dans le coin, je vais dire, inférieur droit, où se situe l'entrée. Et puis par ce coin, donc sud-est, ils ont accès à toute l'aile sud, l'aile ouest et puis l'aile est. Voilà, mais il n'y a qu'une entrée, évidemment, et alors une grosse difficulté aussi en termes justement de gestion d'espace public, c'est non seulement l'articulation avec le passage de la cathédrale dans le cloître, puis dans le cloître vers le trésor, mais aussi c'est que la boutique est distincte de l'accueil. Donc, ce n'est pas la même pièce. Et là, même en termes strictement économiques, la plupart des musées, la boutique se trouve à la fin de la visite. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Ce qui pose des problèmes. Alors, voilà, parfois on peut le régler ponctuellement dans le cadre de l'exposition de tapisserie. Pour des raisons de sécurité, le parcours se terminera dans l'aile ouest. Et alors, on le voit sur le plan, il y a la tour de sécurité du côté de la place Saint-Paul, qui est la tour contemporaine. Les gens redescendront par là-bas. Et j'ai prévu d'installer pas un accueil, mais un comptoir avec des bénévoles pour vendre le catalogue. Parce que si on n'installe pas le comptoir à cet endroit-là et qu'on en renvoie les gens vers la boutique qui se trouve de l'autre côté du cloître, ils ne le feront jamais, ils n'achèteront pas le catalogue. Donc voilà, mais là on est lié aux contraintes inhérentes au bâtiment et on fait ce qu'on peut avec des bâtiments qui sont anciens, qui sont placés et sur lesquels on ne peut pas modifier ce que l'on veut comme on le veut. C'est ça. Merci pour cette explication. Donc, on va dire le trajet que les gens peuvent faire, la rue intérieure. Désolée pour les images qui viennent en surimpression. Vous connaissez Google, ça va vous suggérer tout le temps toutes sortes de choses. Donc, j'entre dans la cathédrale sur la place cathédrale. Oui. Et puis, c'est bien ça, je vais par là. Oui, ou l'autre ressors. aile. Et l'autre aile est accessible. Alors ici, dans le cadre, avant, puisque le portail a été remplacé du côté de la place cathédrale, il y a un portail renaissant du côté de la place Saint-Paul, à côté de la tour contemporaine, qui a été ouvert pendant la période d'été. C'est énorme le nombre de personnes qui entrent par ce côté-là. Ah ben j'imagine bien, oui. On ne le je ne savais pas du tout. Mais c'est phénoménal. Et alors le jardin qui a été complètement redégagé, parce qu'on le voit bien ici sur le plan, c'était l'arrière, c'était un chantier. Tous les matériaux étaient entreposés, les engins de chantier, etc. Mais le jardin a été réaménagé et la même chose, le jardin attire un monde colossal. C'est très bien. Oui, c'est la preuve qu'il y avait besoin et qu'il y avait une demande qui ne demandait qu'à être suscitée par la porte ouverte ou par la vue vers le jardin, comme ce que tu racontes avec les journées du patrimoine, où même sans liste, même sans cette dresserie à l'avance, vous avez quand même accepté d'accueillir les gens et que du coup, vous avez eu 2 tiers en plus et que sinon, vous auriez eu un tiers du total. Je partais du principe que si on respectait les règles sanitaires, si tout le monde respectait les règles sanitaires, on organise une journée gratuite, ouverte au public,
comment justifier de les empêcher d'entrer alors qu'ils sont invités à visiter? Il y avait un problème hein, dans le discours. Hein. Donc voilà. Et pour répondre à la demande, ben, on inscrivait les gens, on demandait leur nom, le nombre de personnes et on prenait leur numéro de téléphone en cas de s'il fallait assurer le tracing. Et alors, je considérais qu'on respectait l'ensemble des demandes qui nous étaient faites. C'est ça. J'ai 3 questions de Karima qui a dû partir et qui a adoré l'exposé, mais qui est tenue, comme elle nous l'avait dit, hein, d'aller Oui. à une autre réunion. Alors, je vais dire directement ces questions oralement, si tu permets, Julia. Donc, si Oui. le concept de trésor est a priori associé aux notions de confiné, secret, précieux, comment fait-on pour qu'il soit davantage public, c'est-à-dire partagé, collectif et commun? Alors, je crois que tu nous as déjà en grande partie répondu, mais si ça te donne d'autres idées, et alors précisément, quels sont les freins et leviers que tu identifies pour faire de ce trésor un patrimoine vraiment public? Ça, c'est une première question. J'en ai encore 2 et on va peut-être commencer par celle-là directement et on reviendra aux 2 autres questions. Alors là, je vais répondre à la deuxième partie de la question, sachant qu'elle va éclairer aussi la première partie. Bon, une des grosses difficultés, il ne faut pas se leurrer, c'est un trésor d'église. Et un trésor d'église, dans l'esprit des gens, ce sont des vieilleries que l'on présente dans de vieilles armoires poussiéreuses. Le nombre de personnes qui sortent du trésor et qui disent, mais enfin, on ne se rendait absolument pas compte, c'est grand, c'est beau, c'est vaste. Et puis, bon, cette dimension religieuse, de manière, je vais dire, inconsciente ou implicite, les personnes se disent, mais voilà, on va faire du catéchisme, on va faire du prosélytisme. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on essaye de multiplier les canaux de diffusion de l'information pour pouvoir montrer qu'au-delà des objets, ce n'est pas… Bien sûr, ils ont été créés à une fin précise, ils ont un discours qui leur est propre, mais on peut très bien expliquer ce discours ou la valeur intrinsèque de l'objet, sans pour autant essayer de convaincre l'interlocuteur. Et toute la difficulté, pour moi, une des grosses difficultés en tous les cas, d'un trésor, ben voilà, c'est sa spécificité, ce sont des objets liturgiques qui sont utilisés, ils ont un caractère spécifique, mais c'est un discours qui n'est pas facile à faire passer parce qu'il y a une connotation, il y a une dimension subjective à cette notion d'objet religieux. OK. Alors, deuxième question posée par Karima. Est-ce que des pièces du trésor sortent de leur écrin muséal et de leur statut d'objet scientifique pour recouvrir leur fonction originelle liée à la liturgie et au folklore? Tu nous as aussi déjà répondu. Je pense que tu m'avais raconté notamment comment il y avait un seau avec un goupillon Voilà, du tout à fait. 18e. Donc régulièrement, c'est un sceau qui provient d'une église, un sceau à eau bénite d'une église détruite à la Révolution, Saint-Séverin. C'est un très grand sceau, il pèse 3,5 kg, vide sans le goupillon. Enfin bon, voilà. Mais les chanoines et le sacristain en particulier l'aiment bien, à la fois parce qu'il est esthétique, mais il est pratique, parce qu'on met beaucoup d'eau. Mais un petit détail, c'est que le goupillon d'origine a perdu un peu ses cheveux. Donc, pour bénir valablement, il n'est plus suffisant. Donc, il me demande, donc il y a une petite tricherie là-bas, l'autre goupillon qui, lui, vient de Saint-Denis. Et donc, on prend celui de Saint-Denis qui est beaucoup plus fourni pour une aspersion en bonne et due forme. Donc, voilà. Et là, il est très régulièrement demandé, comme certains calices du reste ou d'autres objets. Merci. Dernière question de Karima. Comment le trésor est-il perçu par le public? En fait, tu viens justement d'y répondre dans ta réponse à la première question. Tu as donné déjà une certaine, oui, voilà, ton ressenti par rapport à ce que les gens disent et puis après ce qu'ils réalisent que le trésor est, l'effet qu'il leur fait. Mais tu peux tout à fait encore répondre ici si tu as d'autres aspects. Et notamment, dans sa question, il y a cette dimension, est-ce qu'il fait écho à des préoccupations contemporaines, rapport au sacré, à la foi, rapport au passé, rapport au savoir-faire? Je répondrai déjà juste en toute petite partie que moi, quand je suis allée préparer la visite, enfin pas la visite, mais qu'on a visité ensemble le musée pour préparer ce mardi, j'ai été fascinée par notamment Adam et Ève là, et
voilà, le petit Adam et Ève en technique mixte, et que enfin, c'est des objets, il n'y a rien à faire, ce sont des objets extraordinaires parce qu'ils font, je trouve, la jonction entre justement des techniques assemblées, des techniques mixtes. Ça fait très contemporain, ça. Même quand on n'aime pas du tout l'art ancien, il y a des tels assemblages de techniques différentes. Et d'ailleurs, le buste reliquaire et le reliquaire de Charles Le Téméraire en sont des bons exemples aussi, hein. Il y a un mélange de sculpture, d'orfèvrerie, de tout. Et donc, on s'amuse même sur le plan des techniques, comme ça, rien qu'à regarder les œuvres. Mais au-delà, les œuvres, elles sont quand même vraiment, vraiment interpellantes aussi par le côté esthétique, ce qu'on voit, la forme que ça prend. Donc, est-ce que tu peux expliquer si tu as des perceptions des gens dont tu peux nous faire l'écho et dont tu peux te faire l'écho et dont tu n'aurais pas encore parlé? Oui, très, très brièvement, c'est de dire qu'effectivement, dans les objets, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Si nous avons été sollicités il y a peu par une dame qui demandait à pouvoir frotter son mouchoir sur la clé de Saint-Hubert, parce qu'elle voulait une relique de contact qui était en contact avec la limaille de la chaîne de Saint-Pierre contenue dans la clé de Saint-Hubert. Ben, on a ouvert la vitrine et on a frotté, enfin frotté, on l'a juste déposé, hein, on n'a pas frotté, c'est une mauvaise expression, on a juste déposé le mouchoir pour qu'il entre en contact avec la clé de Saint-Hubert et on a pris une photo pour bien lui montrer qu'on l'avait fait. Voilà, c'est une demande singulière, mais qui de nouveau correspond à l'usage initial de la pièce. Et à quel titre pouvais-je m'opposer à cela, ça n'altère en rien l'œuvre. On a fait ça à un moment où le musée était fermé et la personne est repartie ravie. Maintenant, dans le discours que nous tenons, c'est l'objectif, c'est justement d'essayer d'objectiver, comme tu viens de le faire, les objets que l'on voit. Il faut pouvoir les expliquer. On a besoin d'un minimum de théologie, d'explications liturgiques, mais au-delà de ça, il y a l'œuvre en elle-même. L'œuvre en elle-même qui s'explique par l'usage qui était le sien, mais qui traduit aussi des informations esthétiques, techniques, qui méritent d'être soulignées, qui finalement sont le reflet, et c'était ça l'idée de l'art et l'histoire de l'ancienne principauté de Liège. Oui, je rappellerai donc à ce titre-là l'exposition que vous allez faire l'année prochaine avec Jacques sur les pierres ou les morceaux de verre qui sont dans les reliques et qui sont donc des choses que on regardait mais pas touchait. Et là, vous allez vraiment faire un travail où les différentes parties vont être examinées de très près et les spectateurs pourront après, j'imagine, voir à travers des schémas et des choses comme ça, des gros plans, un peu voir ces pierres et comprendre les parties au service du tout aussi. Voilà, tout à fait. C'est vraiment ici, parce que c'est un des objectifs aussi, on en a un peu moins parlé. Enfin, j'ai dit que le trésor était ouvert aux chercheurs, et il l'est, quelles que soient les disciplines. Ici, c'est le professeur Frédéric Attert qui a fait une étude gémologique, donc minéralogique, de l'ensemble des pierres, qui se révèlent être pour beaucoup des verres, des pierres qui ornent le buste reliquaire de Saint-Lambert. Il a fait pareil avec la croix à double traverse, mais il a fait la même chose avec la couronne reliquaire qui est conservée à Namur. Et donc voilà, on a un autre éclairage strictement scientifique qui est porté sur des éléments fondamentaux finalement qui constituent une pièce majeure du trésor. Et voilà, donc l'idée, c'est de valoriser le résultat de ces recherches qui sont tout à fait innovantes et de s'associer, c'est l'idée de Jacques et c'est pour ça que c'est aussi un partenariat avec plusieurs disciplines, donc l'Association belge des experts, de pouvoir répondre à la difficulté d'estimer ce genre d'objet, puisqu'une des difficultés aussi, c'est à la fois dans le cadre de prêts ou d'emprunt pour des expos, de pouvoir évaluer valablement pour les assurances les pièces concernées et même pour le musée lui-même, dans sa couverture d'assurance, comment traiter de tels objets du point de vue des assurances. Donc c'est une réflexion en parallèle des analyses scientifiques qui sera menée effectivement fin d'année prochaine avec une exposition et une publication qui y seront liées. Oui, j'imagine qu'il faut beaucoup de panneaux solaires pour payer les polices d'assurance.
Tout à fait. Donc, il y a d'ailleurs, c'est intéressant parce que voilà, ça rejoint aussi la dimension espace public, puisqu'on l'a bien vu avec les inondations, la question des assurances est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Et la réflexion qui est menée, puisque c'était une demande du chapitre, les valeurs d'assurance sont parfois colossales. Pour vous donner une idée, Charles le Téméraire est estimé à 25 millions d'euros. L'ivoire des trois résurrections, rien que ces 2 pièces, lorsqu'il y a un ivoire équivalent qui a été vendu récemment à 2,8 millions. Donc, s'il faut assurer toutes les pièces pour un sinistre total, je vais dire, du Trésor, ce sont des montants qui sont totalement impayables. Mais la réflexion qui a été menée par le courtier en assurance, aidé en cela par les assurances, se dit si la pièce est perdue, elle est perdue. Elle est totalement perdue, elle a disparu. Par contre, il serait peut-être plus intéressant de couvrir pour des frais de dommages qui pourraient être occasionnés aux pièces. Dommages liés à l'incendie, donc de la suie, des dégâts des eaux. Et là, disposer d'une somme qui permettrait d'intervenir pour sauver ou réparer l'œuvre, indépendamment de sa perte totale. Oui, sinon on n'assure pas du tout et là c'est vraiment trop risqué de n'avoir pris Voilà. aucune assurance. Une question qui va tout à fait dans un autre sens, c'est celle de Gaël Warnant qui n'est pas là aujourd'hui, qui salue tout le monde et qui souhaite savoir par rapport au fait que le musée est un espace public, peut-on tout montrer dans un espace public? L'art provoque, l'art peut déranger. Y a-t-il des limites à ce qu'on peut montrer dans un espace public? Donc, au-delà de peut-on tout montrer, c'est vraiment est-ce qu'il y a précisément des limites auxquelles vous devez penser? Pratiquez-vous l'autocensure en tant que conservateur? Alors, je pense que sur le principe, on peut effectivement tout montrer pour autant que les choses soient dûment expliquées. Néanmoins, le trésor, il y a quand même une philosophie qui soutient finalement la manière dont le trésor a été conçu, a été construit. Donc, ce qui fait que je crois qu'on ne peut pas la limite, il y a une limite, même si elle peut être, elle peut être mouvante. Voilà, ici Robert Cromlinck, c'est un peintre qui était franc-maçon, athée et communiste. Donc, pas vraiment des valeurs qui correspondent aux valeurs d'un trésor d'église. Mais il n'empêche, il a eu une phase mystique, donc en tant qu'être humain, il s'est posé des questions par rapport à la spiritualité et je ne vois pas en quoi cela serait problématique d'évoquer cette question-là. Par contre, j'avais été sollicité pour un projet d'exposition d'exposer des peintures en lien avec une thématique plus ou moins religieuse, c'était essentiellement des peintures, mais l'objectif était de vendre les peintures. Et là, je n'ai pas accepté. Et j'ai été suivi par le conseil de fabrique. Nous ne sommes pas... notre objectif n'est pas de faire du commerce. Notre objectif est de valoriser un patrimoine. Bien sûr, nous avons besoin d'argent. C'est pour ça que c'est une ASBL, mais c'est pour faire vivre le trésor et ne pas enrichir un privé. C'est un peu la perspective des pouvoirs publics aussi. Ils subsidient des projets pour autant que ça ne constitue pas un enrichissement personnel. Et là, je trouvais que la limite ne pouvait pas être franchie. Et puis, alors, au-delà de cela, il y a la question du précédent. À partir du moment où on accepte pour un, il faut accepter pour tous les autres. Pardon, je n'avais plus mon micro, je vous répondais. Merci, c'est bien cela. Et nous avons une question en complément, si on peut dire, de Jacques Toussaint. À côté des gens qui voilà, ne sauraient voir ce qu'on expose ou qui pensent chaque fois qu'il y a des connotations qui font que finalement le musée sort de ses missions, la question pour ceux qui ont envie d'aller au musée, est-ce que le Covid Safe Ticket pose un problème pour l'accès au trésor, vous pose un problème à vous en tant que gestionnaire? Comment est-ce que vous gérez ça? Et du coup, Alors, on peut élargir à comment est-ce que nous, on peut aller dans les jours qui viennent au trésor? Le Covid Safe Ticket ne s'appliquera pas dans le cadre d'une visite, de visite individuelle. Donc, le port du masque, c'est déjà le cas actuel, reste obligatoire.
Mais c'est la seule contrainte qui est encore opposée, puisque le Covid Safe Ticket ne s'appliquera à partir d'un événement qui dépasse 50 personnes. Or là, je n'ai pas tergiversé. Nous aurons un vernissage le 7 décembre, nous aurons 2 journées d'études aussi au mois de novembre. Là, j'ai exigé que le Covid Safe Ticket soit vérifié, exigé et vérifié. Puisque les amendes qui sont prévues sont quand même extrêmement salées, hein, on parle de 50 à 250 euros pour le contrevenant, et pour le musée, ça peut aller jusqu'à une amende de 2500 euros. Le musée, qui est une ASBL, ne peut pas se permettre une telle dépense. Ce n'est pas justifiable. Donc voilà, moi, la décision a été prise d'imposer le Covid Safe Ticket pour des événements qui dépassent 50 personnes. C'est ça. Merci. Est-ce que ça répond à ta question, Jacques? C'est bien comme ça? Parfait, parfait. Oui. Merci. Très bien. Je retourne dans mes questions. Alors, ça, c'est une de moi aussi. Par rapport à Saumur, l'exposition, si tu peux nous redonner les dates et nous dire, on a bien vu que ça allait changer les itinéraires, ça faisait partie de mes questions. Donc, cette question a été, tu y as répondu, merci. Mais est-ce que tu comptes sur la promotion de cet événement pour affirmer la présence du trésor dans la ville? Oui, tout à fait. C'est un des éléments. Je suis convaincu qu'il faut continuer à organiser des événements ponctuels, toujours en lien dans la mesure du possible avec la dimension culturelle qui est spécifique au trésor, pour continuer à faire parler du trésor, montrer que les pièces existent, que c'est un endroit plein de vie, où les activités se développent. Donc oui, il y aura une campagne de presse qui a été mise en place, une campagne d'affichage. Voilà, d'autant plus que les prêteurs, la ville de Saumur est demandeuse de cette promotion, puisqu'elle-même poursuit le même objectif. Donc finalement, c'est de la de l'intérêt bien compris, puisque l'objectif de Saumur, c'est de valoriser ces tapisseries qui viennent de faire l'objet, et le département de Maine-et-Loire vient de faire l'objet d'une restauration complète, par une firme belge d'ailleurs, c'est l'entreprise de Witt de Malines qui a restauré les tapisseries de Saumur, donc il y a un contact aussi étroit avec la Belgique. C'est beaucoup de thématiques religieuses, notamment liées à Saint-Pierre, puisqu'il y a une partie des tapisseries qui sont également exposées à l'Archéoforum. Donc voilà, je pense qu'on est tout à fait dans notre rôle de faire connaître un patrimoine qui est peut-être un peu moins connu et continuer. C'est une manière aussi de défendre le patrimoine quel qu'il soit. Oui, et l'affichage en ville, ça compte toujours pour attirer des gens, pour leur signaler qu'un événement existe. On connaît bien sûr maintenant tout le système des réseaux sociaux ou des sites internet qui affichent quelque chose aussi, mais une affiche papier, ça joue toujours et ça peut attirer beaucoup de gens, et je pense que ça aussi, ça a du sens avec ce qui se passe pour le moment dans l'espace public. J'ai peut-être encore une question de la salle, sinon moi j'en ai encore deux en réserve, mais est-ce que dans la salle, Maxime, tu n'avais pas de questions? Maxime ne sait pas nous répondre oralement, mais il sait mettre des messages et je n'en vois pas. Alors, j'y vais avec ma question. On l'a un peu préparée déjà tout à l'heure. Voilà, ma question, c'est concernant le trésor comme lieu de passage et de repos dans la ville confinée. Ça m'a fait vraiment penser à ce plan de Rome dessiné par Nolly au milieu du XVIIIe siècle. Et Raphaël Maja, qui n'est pas là aujourd'hui, m'avait indiqué que c'était une référence à laquelle lui faisait penser l'idée de ce mardi tabou. Je vais donc montrer un exemple à l'écran. Alors, partage. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, très bien. Je vais essayer d'avancer dans le document. Voilà, le plan de Nolly 1748. C'est un des tout premiers, si pas le premier plan connu à l'époque moderne, comme on dit, hein, à l'époque qui date d'après l'invention de l'imprimerie. Premier plan a donné une vue
d'oiseaux pour une ville ou pour un lieu quelconque. Alors, il y avait des schémas de villes de type militaire, hein, bien sûr, mais ici, c'est vraiment un plan pour circuler dans la ville. Et au lieu d'être avec une vue plus ou moins axonométrique, c'est-à-dire où on voit les bâtiments en semi-perspective, ici, c'est vraiment simplement les pâtés de maison. Et vous allez me dire, mais on voit encore des bâtiments en perspective. Là, il y a toutes sortes de vues dans le bas de l'écran. Oui, mais ça, c'est pour faire commercial. Et d'ailleurs, cette version-ci, c'est une version réduite qui a été faite avec Piranèse. Et Nolly et Piranèse ont ensemble donc conçu cette présentation qui réduit le plan essentiel de Nolly. Voilà, je vous circule dessus, c'est ce plan du Rome intramuros. Il faut savoir qu'à l'époque romaine, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du temps de la splendeur romaine de Rome, les habitants, les constructions, tout ça remplissait tout ça, hein, tout l'intramuros. Aujourd'hui, bien sûr, ça dépasse, mais à l'époque où Nolly terrasse le plan, Rome, c'est ça. Et ça c'est vraiment aussi assez phénoménal, il a pris le soin d'aller jusqu'au bord et en dessinant toutes les occupations, tout ça est très détaillé. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas seulement ça, parce que vous avez l'habitude de voir des plans vus d'en haut et vous ne voyez vraiment pas ce qu'il y a de spécial. Attendez, voilà, c'est le fait que Nolly a décidé, c'était son principe, il passait d'un endroit à l'autre en mesurant tout à partir du nord magnétique. Donc déjà, ce n'est pas le nord graphique et le nord qui était représenté normalement sur d'autres cartes. Premier grand changement. Deuxième autre gros changement. Comme il passe partout, il mesure tout. Ce où il peut aller, il le dessine. Et il va le dessiner de manière équivalente, c'est-à-dire que ce blanc, ce ne sont pas seulement des rues ou des places, ce sont tous les intérieurs d'églises. Et ceux qui connaissent bien les plans des églises, voilà, on voit tout de suite les plans d'église. Hein, les colonnes, alors que ce sont des lieux couverts. Ce ne sont pas à l'époque des ruines où il ne resterait que les petites colonnes, un peu comme à l'Archéoforum de Liège quand on a fait les premières excavations. Et l'intérêt de ce plan par rapport à l'exposé d'aujourd'hui, c'est à quel point Nolly, en faisant ça, nous invite dans l'espace semi-privé, semi-public. Et surtout, il nous montre aussi là où on ne doit pas aller, on ne doit pas chercher à entrer. Je vais prendre ce bloc-ci, par exemple, vous voyez bien qu'il y a plein d'accès. Ben, en attendant, si on trouve quelque chose là sur le côté, ben, le plan dit bien que ça ne mènera nulle part puisqu'il n'y a rien, donc on va plutôt aller voir les autres choses. Et on pourrait se dire, bah, ça donne accès à tout, c'est un peu n'importe quoi, tout le monde va venir dans mon arrière-cour si on fait ce plan-là pour Bruxelles ou pour Liège. Ben non, il y a tout à fait moyen de décider qu'avec la méthode en gris ou en blanc, on obture en quelque sorte des îlots complets. L'avantage ici, c'est qu'on était avec un plan qui, du coup, permettait aux gens de se déplacer un peu partout dans Rome en reconnaissant vraiment typiquement les lieux où ils étaient. Et Nolly indique les rues. Ce plan a été repris notamment par Robert Venturi dans son livre Apprendre de Las Vegas, en montrant comment les casinos de l'époque, dans les années 70, avaient des parkings et l'intérieur de leur voilà, ça ressemble très fort au Panthéon, par exemple. Il y a un casino en particulier qui ressemble particulièrement à ça. Ils étaient aussi des lieux semi-publics et des lieux où les gens pouvaient simplement aller près d'une plante verte en attendant que monsieur ou madame ait fini de jouer à la machine à sous. Et typiquement, ici aussi à Rome, ce sont des lieux de repos. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps rester là toute la journée, mais ce sont des lieux où on peut s'arrêter un moment. Voilà, grosse intro, Julien, pour te dire, je prends ici Saint-Charles aux Quatre-Fontaines. Je suppose que tout le monde voit toujours mon écran. C'est donc un des petits plans. Ça a beaucoup changé sur le côté, mais Saint-Charles est toujours le même, Saint-Charles de Borromini. Et voilà, j'aimerais voir ce que ça évoque pour toi, ce parallélisme que je me permets de faire. Mais ça évoque le parallélisme en se disant qu'effectivement, la manière la manière d'aborder finalement le patrimoine a évolué et a pris naissance à partir du XVIIIe siècle avec les prémices de ce qui deviendra ultérieurement le tourisme, mais un tourisme qui au départ était extrêmement élitiste, extrêmement limité dans le nombre de personnes qui pouvaient se permettre de circuler. Mais avec la démocratisation effectivement des transports et des moyens, 19e et surtout 20e siècle, mais voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait une dimension économique qui n'était pas négligeable, au-delà
de la présentation des œuvres en tant que telles. Et à un moment donné, cette vision des choses a atteint d'abord les chanoines au 19e siècle, puisqu'ils ont déjà installé un petit trésor. C'est apparu aussi au milieu des années 70, lorsque le musée diocésain a quitté le trésor de la cathédrale pour aller au cursus, mais les chanoines ont quand même gardé les pièces qui leur appartenaient en propre et qui n'avaient pas été déposées au musée diocésain. Ce sont les pièces majeures du trésor de la cathédrale. Et puis alors, cette politique qui a été menée à partir du milieu des années 90, soutenue par les pouvoirs publics, puisqu'on est dans les années 90, où tout le secteur, c'est au moment de la régionalisation aussi, hein, tout ça est lié. C'est à ce moment-là que la région wallonne obtient la compétence en matière de patrimoine immobilier et de tourisme. Et donc, c'est pour elle aussi un instrument de légitimation. On est quand même dans un contexte aussi politique très spécifique, instrument économique, instrument politique, et le Trésor s'est inscrit dans cette dynamique, tout simplement. C'est bien, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose que je voulais aborder dans la dernière question, qui était l'attractivité de la ville. Vous comprenez ça comment en tant que responsable d'une attraction? Tu vas pouvoir y répondre dans un instant, mais je souligne en tout cas ce côté légitimation politique qui est effectivement souvent le vrai motif derrière voilà, des mouvements financiers en faveur d'institutions muséales ou de collections qu'on va remettre en valeur. Juste revenir sur Noli encore un instant. Est-ce que tu aimerais qu'un plan pareil soit édité pour Liège ou pour une autre ville? Oui, hein, bien sûr, c'est évident, parce que de nouveau, c'est un instrument supplémentaire, un atout supplémentaire par rapport à tous les édifices ou toutes les institutions concernées. Bien sûr, ça existe dans une certaine mesure, mais effectivement, c'est moins généraliste, c'est plus axé selon certaines thématiques. Mais oui, bien sûr, finalement, tout moyen qui permet de toucher un public plus large me semble intéressant à envisager, pas nécessairement à prendre, mais à envisager en fonction des impératifs et des moyens financiers, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, c'est une dimension qui n'est pas négligeable. Oui. Alors, donc la dernière question que moi j'avais, c'était donc cette question à laquelle tu viens déjà de partiellement répondre. Attractivité de la ville, tu comprends ça comment en tant que responsable d'une attraction? Alors, l'attractivité de la ville, voilà, pour moi, c'est un tout. Tous les musées, tout le patrimoine, mais c'est vrai pour d'autres villes, finalement, on est un peu le maillon d'une chaîne. Et en valorisant son musée, en y travaillant comme on le peut, avec les moyens que l'on a, on s'inscrit dans une chaîne. Et voilà, je pense qu'il est important de continuer à développer des synergies avec les autres institutions, avec parfois aussi d'autres organismes, le commerce, ou même des salles, les partenariats que nous avons avec les académies, avec l'Aquarium Museum. Maintenant, si c'est une institution muséale, je pense que tout ça peut être utile à donner une image positive de la ville et faire qu'on s'y sent bien, qu'on a envie de la découvrir, on a envie d'y venir et essayer mais ce n'est pas toujours simple, hein, parce que les impératifs des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes, les pouvoirs subsidiants ne sont pas toujours les mêmes, et donc ce sont des facteurs qui ne simplifient pas les choses, mais ce ne sont pas des difficultés qui me semblent insurmontables. Merci. Alors, pour conclure, peut-être faire un tout petit tour de salle, s'il y a des personnes qui souhaitent encore exprimer une question. Julie, Sylvie, Jacques, as-tu encore une question? J'étais en train de la rédiger, mais Julien a déjà eu l'occasion de parler. Je me disais, parler des difficultés d'être conservateur d'un musée ou trésor d'art ancien par rapport à un musée d'art moderne et contemporain. Moi, dans mon expérience personnelle, j'ai eu ces difficultés et je voudrais peut-être que Julien en dise un mot, s'il le souhaite,
parce que c'est vrai qu'on est tout de suite, il y a souvent des clichés, en musée d'art ancien, c'est des vieilleries qui n'intéressent personne. Il en a déjà touché un mot tout à l'heure, je suppose qu'il doit confirmer. Mais c'est vrai, Julien, tu avais parlé aussi quand on s'était rencontrés du fait que des églises à présent confient leurs belles pièces au trésor. Et ça, voilà, ça donne ce sens de vraiment votre rôle très important et de confiance par rapport à un patrimoine ancien. Oui, tout à fait. Il y a ce phénomène-là de plusieurs églises qui, parce qu'elles ont confiance, parce qu'elles veulent valoriser elles-mêmes leur patrimoine, le mettre à l'abri aussi, s'adressent au trésor, pas qu'au trésor, mais nous sommes sollicités régulièrement. Et puis, nous avons aussi un ensemble de particuliers, et ce n'est pas rare du tout, qui viennent frapper à notre porte en nous disant, ben voilà, nous avons telle et telle œuvre, nous souhaiterions les déposer au trésor parce que ils estiment, voilà, mais ça n'intéresse pas mes enfants, ou moi je veux que cette œuvre continue à être conservée et visible. Voilà, donc il y a aussi cet enjeu social qui pose à terme une difficulté, parce qu'on ne sait pas pousser les murs, hein. À un moment donné, notamment vis-à-vis des églises, les inondations ont mis en évidence encore davantage ce phénomène, puisqu'il y a quand même une trentaine d'églises qui ont été fortement impactées dans le diocèse de Liège. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces églises qui sont extrêmement, pour certaines, extrêmement endommagées? Est-ce qu'on va réinvestir dans des églises où il n'y a plus personne, où le patrimoine est certes intéressant, mais il est limité aussi en nombre? Donc voilà, la difficulté aussi, c'est sur le long terme, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce patrimoine? Voilà. Vaste question, oui. Eh bien, merci beaucoup, Julien. C'était extrêmement intéressant. Il y a des compliments qui sont venus dans le chat, des personnes qui ont trouvé la conférence très intéressante et qui ont aussi senti des synchronicités avec les différentes questions qui ont déjà été posées. Donc, on a demandé à Julien ce que eux auraient demandé. Parfait. Sur la notion de musée égale espace public, je pense que même si on n'a pas résolu tout, on a en tout cas bien exploré et que ça montre à quel point c'est un sujet en devenir. Je pense notamment au fait que les villes cherchent à s'identifier à des biens culturels de façon à asseoir aussi leur attractivité pour les touristes. Des villes comme Liège ont aujourd'hui le sentiment on est à un tournant, qu'il y a vraiment cette relève de jeunes qui ont de l'admiration pour ce qui se fait à Liège, pour le paysage, pour le patrimoine. Et c'est comme si elles sortaient peut-être d'un long sommeil avec, ben oui, c'est toutes ces possibilités techniques. On a vu la carte de Noli, on a parlé des jeux, que ce soit escape game ou chasse au trésor ou les anniversaires. Et là, je tiens à souligner le courage de la cathédrale de Liège d'accepter qu'il y ait des anniversaires parce que c'est pas simple. Même chez McDonald's, je crois qu'ils vont arrêter. Et je souhaite aussi vous remercier tous pour votre présence d'abord, vos questions très intéressantes et vous souhaiter de bonnes réflexions sur ce sujet. Ça ne fait que commencer. En tout cas, avec Julien, on vous enverra, on fera en sorte que vous puissiez avoir tous les éléments euh, qui ont été présentés aujourd'hui. Ça fera, je pense, l'objet d'un envoi dans quelque temps d'un WeTransfer pour que vous puissiez disposer des documents. Et On vous remercie. merci à toi, Hélène, d'avoir organisé cette conférence et suscité le débat. Merci. De rien. Merci à tous. Je vous souhaite une Voilà. excellente journée. Merci Hélène, Voilà. merci à tous, merci de m'avoir invité, ce fut un plaisir. Voilà. Merci Julien. Julien, on peut rester ensemble encore 2 minutes. Et Oui, puis... sans problème, Oui. sans problème. Au revoir Maxime, au revoir Au revoir. Julie. Au revoir à Au tous. revoir Jacques. Au revoir.